Bonjour Stéphane et bienvenue sur BlockX. Stéphane, tu es aujourd'hui initiateur de Web3 Addict DAO, donc une DAO dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci de me recevoir pour BlockX. Donc moi, à la base, je travaillais dans l'industrie, donc rien à voir. Et fin 2014, un ami m'a fait découvrir la blockchain et les cryptos de manière générale. J'ai plongé assez rapidement dedans dès 2015 avec une forte attention sur le sujet des DAO. Donc j'ai suivi The DAO quand il y a eu quand il y a eu le fameux hack. En 2017, en plein bear market, j'ai participé et j'ai cofondé un projet qui s'appelle Connecti, qui a été repris aujourd'hui par un ancien chercheur du CNRS à Marseille et qui vont lancer d'ailleurs leur DAO dans les mois qui arrivent. Ensuite, je me suis intéressé vraiment à tout l'écosystème DeFi, à m'amuser à faire des swaps et un peu de tester tout l'écosystème DeFi. Et en 2021, j'ai travaillé pour un hub, Founder Hub France, à Nice, où j'ai participé à l'élaboration de tokenomics et de gouvernance de plusieurs projets de DAO, alors que ce soit des projets plutôt crypto Web 2 ou des projets de DAO. Et puis avec des amis, depuis 2020, on traînait sur les Telegram, et quand il y a eu donc l'avènement de la Binance Smart Chain, et donc l'explosion de l'écosystème DeFi, on a créé un Telegram qui s'appelait BSC Early. On s'est retrouvé rapidement à un peu plus de 1000 personnes. Suite à ça, en août 2021, on a décidé de lancer un Discord beaucoup plus structuré avec des sections dédiées à toutes les spécificités du Web3, donc Metaverse, NFT, DeFi, GameFi et DAO. Et ça faisait déjà longtemps que ça me travaillait de tester, de lancer une DAO. Donc là, très récemment, il y a 15 jours, on a fait un check de vraiment tous les outils qu'il y avait à notre disposition. Et on a lancé ce qui est, je pense, la première réelle DAO communautaire en France, avec tous les outils et un vrai système de décentralisation de la gouvernance totale. Et donc là, on avait commencé, on était 180. Là, on doit être à 260. Et on a commencé donc une version alpha avec ce qu'on appelle les pionniers contributeurs. Donc pour l'instant, ça rassemble une vingtaine de personnes vraiment engagées, avec qui on fait des réunions tous les mardis pour traiter les suggestions, et les vendredis soirs, où là, on rentre un peu plus dans le dur et on essaye de fixer les règles de gouvernance, ce qui dans une DAO est vraiment pas simple, quoi. Mais on est arrivé à quelque chose de plutôt pas mal. On a un white paper qui sera public dans quelques jours. Et tout ça sera en perpétuelle évolution, parce que forcément, tout le monde peut venir participer, faire une suggestion. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, il y a un token de gouvernance. Il y a, pour parler rapidement, un système de vote, un système de retracement de la trésorerie, un système de cartographie de la DAO. Nous, on travaille par pod, Point of Development. Donc, on a un pod communication, marketing, NFT, DeFi, enfin tous les sujets. Et sur chaque pod, il y a un lead, un leader, quoi, qui n'a aucune forme de pouvoir, évidemment, si ce n'est celui de suivre un peu les travaux et de les retranscrire lors des réunions, et de dire, bah, moi sur mon pod, cette semaine, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça crée un environnement assez sympa. Et tout est encore à construire, mais c'est très exaltant et très motivant, parce que on passe de la théorie à la pratique. Tout le monde aimerait bien vivre en théorie, mais Ouais, malheureusement, faut passer à la pratique. Et c'est beaucoup de plutôt, choses à pour construire. l'instant, très positif. C'est ça. Bah, justement, c'est assez fou, de s'intéresser aussitôt en 2015 déjà au modèle des DAO. Alors effectivement, il y a eu le gros hack de The DAO qui a
freiner un petit peu d'un coup, de manière abrupte, le déploiement de cette technologie-là qui a fait très peur aussi, à tous ceux qui voulaient construire des choses un petit peu décentralisées avec de la gouvernance décentralisée, comme ça. Je crois que c'est revenu et c'est quand même de plus en plus commun, depuis à la grosse, enfin de 2020 un petit peu comme ça. Moi je pense, première chose, on va vraiment prendre du macro avant de rentrer dans les spécificités. Est-ce que tu pourrais, essayer de redéfinir, de recontextualiser ce qu'est une DAO, s'il te plaît? Alors, une DAO, donc c'est une organisation décentralisée, autonome, dont les règles de gouvernance sont, inscrites de façon, immuable et transparente, dans la blockchain. Donc c'est une forme d'organisation incorruptible, qui appartient à ceux qui l'ont créée et qui participent à établir les règles de gouvernance. Et surtout, ça apporte plusieurs éléments qui sont assez nouveaux par rapport à une entité traditionnelle. C'est le fait qu'une DAO, ça peut pas être arrêté ou ça peut pas être fermé, qu'aucune organisation peut contrôler l'entité. Personne peut maquiller les chiffres à la FTX ou des trucs de ce genre. Et tout est transparent, auditable, et consultable par tout le monde. C'est-à-dire que la trésorerie est gérée en commun avec un système de multisignatures, donc pas possible pour quelqu'un de partir avec la caisse. Et donc c'est pour moi la suite des modèles, parce que je m'intéressais beaucoup au SIC et au SCOP en termes de nouvelles formes d'organisation, un peu plus juste et un peu plus équitable que les entités traditionnelles. Et pour moi, ça relègue, ça relègue ces formes d'entreprise, dans le passé, parce que là, vraiment, avec ce mécanisme, on peut imaginer tout un tas de règles de gouvernance en fonction de sa propre définition des DAO. Et donc, on pourrait résumer en disant que c'est une entité globale ouverte à tous, qui s'appuie sur, pour l'instant, aucune juridiction. Alors, il y a des juridictions qui reconnaissent les DAO comme entité morale, euh, dans des pays plutôt exotiques pour le moment. Mais très rapidement, les États vont certainement proposer des cadres plus ou moins restrictifs, euh, pour encadrer tout ça, quoi. OK, super, bah, de toute façon, c'est super impressionnant le potentiel de ce que peut faire une DAO, de ce qui est aussi en train de se mettre en place, aujourd'hui. Parce que, il y a aussi toujours, hein, cet aspect de timing, de maturité technologique qui fait que, par rapport à des protocoles plutôt classiques, des dApps, des protocoles DeFi, des NFT d'ailleurs avec les utilitaires qui commencent à venir se greffer, les DAO, qui est quand même une nouvelle forme d'organisation. Donc c'est, toute la complexité de la pluridisciplinarité qui vient s'y greffer, aussi. Moi, c'est vrai qu'avec le peu de recul que je peux avoir à travers les discussions que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. On est vraiment encore qu'aux prémices. C'est quelque chose qui est complexe aussi, à mettre en place et quelque chose qui va inévitablement se mettre à se démocratiser de plus en plus. Moi, justement, parce qu'on en a discuté un petit peu en off, est-ce que tu peux donner un petit peu quelques chiffres aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est en termes de déploiement de DAO? Et concrètement, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui en termes de DAO? Alors, on va dire que en 2020, fin 2020, il y avait une trentaine de DAO à peu près. En juillet 2021, on était référencé sur Deep DAO à 130, 140 DAO. Aujourd'hui, on est à plusieurs milliers. Clairement, on est dans une exponentielle qui est assez incroyable. Alors après, il y a plusieurs formes de DAO. C'est là-dessus où nous, on a une vision un peu puriste, un peu cypherpunk, comme diraient certains. C'est-à-dire qu'on a vu une première forme de DAO naître. C'est des DAO avec une entité à côté, donc une entreprise classique, avec des actionnaires, du capital, des dividendes, et à côté une DAO. Et en fait, c'est très difficile d'aligner les intérêts des actionnaires sur les intérêts des holders. C'est ou l'un ou l'autre. Et très souvent, les décisions se prennent normalement à ceux qui ont apporté le capital à la DAO. Et tu as des fonds comme Andreessen Horowitz qui financent à fond ce genre de DAO, parce qu'ils ont compris que c'était potentiellement un danger sur leur modèle actuel. Et pour nous, c'est pas vraiment ce genre de DAO change pas vraiment le game.
Tu as Nike, par exemple, qui utilise ça parce qu'ils décentralisent un peu. Ils vont te faire choisir la couleur des lacets, ils vont te faire choisir si tu veux que la chaussure elle soit bicolore ou pas, mais tu changes pas profondément la société en, en utilisant ce type de DAO. Ensuite, on a vu une deuxième forme arriver, c'est des DAO complètement seuls, euh, mais avec une règle de gouvernance qui change tout. C'est que plus tu as de tokens et plus tu pèses dans la gouvernance. Et très souvent, il faut miser tes tokens pour voter. Et on se retrouve dans des situations où là, dernièrement, tu as eu Uniswap, je crois, ou c'est SushiSwap, je ne me rappelle jamais, qui ont fait un vote pour aller pour transférer le DAO dans une juridiction exotique. Et sur le, sur le vote, 2 personnes, donc certainement 2 VC, ont pesé de 90% des voix sur la gouvernance. Donc ça, c'est totalement Absurde. surréaliste. Mmh. Et ça ne change, pareil, ça change pas grand-chose au game. Donc nous, on est plutôt sur une approche de un utilisateur, une voix. Sinon, tu as aussi le vote quadriatique que Vitalik avait parlé. Tu as un nombre de tokens fixe à l'année. Et si tu en mises un, tu as une voix. Si tu en mises 4, tu as 2 voix, et ainsi de suite. Donc, plus tu mises de tokens et plus tu impactes sur la gouvernance. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent vraiment, bah, tu mets plus de tokens en jeu, et moins si ça t'intéresse moins. Mais le meilleur compromis pour nous, c'est que en termes de gouvernance sur les décisions, elles doivent être équitables, c'est-à-dire un utilisateur, une voix. Et par contre, après, sur les récompenses, là, tu mets des mécanismes. Nous, on a des mécanismes justement de rétribution en fonction de ton investissement et du temps que tu consacres et aussi de tes compétences dans le DAO. Ouais, c'est vraiment du coup, c le système de gouvernance et c'est plus, celui qui a le plus d'argent qui va pouvoir, globalement, avoir le plus de choix dans le de poids, pardon, dans les choix de vote. Ça va être vraiment, l'incentive de tous ceux qui vont participer avec la pertinence de ce qu'ils vont faire aussi, hein, parce que sinon, enfin, j'en sais rien, je pose la question naïvement. Est-ce qu'il y a des bots qui peuvent venir se greffer, venir, faire de l'activité sans être forcément pertinent, gagner des tokens et du coup, bah, après, par quel que soit le moyen, de transférer, de donner du poids à quelqu'un d'autre? Non, alors du coup, comme c'est assez à taille humaine pour l'instant dans les DAO, tu as donc tu as des voices qui sont organisés, donc tu discutes avec les gens, tu les connais, et ce serait repéré assez vite si tu avais des bots qui arrivaient, qui essayaient de gruger le système. Après, tu as un système aussi, quand tu commences à vraiment être trop nombreux, tu as des KYC décentralisés. Qui sont là, j'en ai trouvé un il y a quelques jours, j'ai fait un article dessus. C'est Signata, qui justement est un gestionnaire d'identité décentralisé. Et donc, ça permet de prouver que tu es bien quelqu'un et tu fais du coup participer, enfin, tu passes par ce gestionnaire pour valider les gens qui votent. Après, en termes de décentralisation du vote, on peut imaginer aussi d'autres parce que, par exemple, dans un pod marketing, s'il y a une décision à prendre du quotidien, est-ce que quelqu'un qui connaît rien au marketing est légitime pour décider de ces questions? Donc, tu peux décentraliser au niveau des points au développement en laissant une certaine marge de manœuvre à ce point au développement, que sur des décisions plutôt légères, ils aient leur propre marge de manœuvre sans faire appel à toute DAO pour organiser un vote de tout le monde, réunir le quorum et machin. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est ça qui est bien dans ce mécanisme, c'est qu'on peut tester vraiment tout un tas de formes de gouvernance et chaque DAO aura ses propres spécificités et fixera ses propres règles. L'important, c'est que tout le monde soit d'accord avec ces règles et que ça marche, quoi. Ouais, bah, même, enfin, que ça soit de la décentralisation dans les modes de gouvernance, la transparence, l'auditabilité, notamment au niveau des comptes, bah, oui, on peut plus tricher, en fait, maintenant. Il y a des outils qui permettent de faire voir littéralement dès qu'il y a des centimes qui bougent de le tracer et donc c'est vraiment top. Bah, justement, quels sont les freins? Je pose la question générale, est-ce que ça va être les freins dans le développement de la DAO aujourd'hui en novembre 2022? Est-ce que c'est des freins technologiques? Est-ce que c'est des freins en termes de juridiction, de compliance, de maturité de la techno? Comment, où on en est? Oui, alors juridiquement, effectivement, les DAO, elles sont pas encore encadrées, notamment en Europe. Ils commencent tout juste à comprendre comment marche la DeFi, donc les DAO, c'est pas pour tout de suite. Mais après, il y a des gens comme des avocats comme Stéphane Daniel, Hubert de Volpan, qui ont réfléchi à
comment réussir à intégrer ces DAO dans les cadres traditionnels. Donc, ça passe par une association type des 901 avec une DAO collée à côté. Mais pour l'instant, tu peux lancer ta DAO, il y a pas de contraintes. Et si jamais il y avait des contraintes fortes qui arrivaient par le législateur, il y a des pays qui reconnaissent les DAO comme entité morale et qui vont justement accueillir à bras ouverts ces DAO, un peu comme aujourd'hui avec le projet de loi MiCA, qui, s'il est beaucoup trop restrictif, verra une fuite des entreprises européennes vers Dubaï ou vers des juridictions beaucoup plus cool. Donc, on peut espérer que le législateur en tienne compte et soit assez tolérant sur l'encadrement de ces DAO. Après, tu as un autre frein qui est le fait qu'il y a des tools un peu de partout, des outils qui sont éclatés. Mais tu as des projets, dont un sur lequel j'ai collaboré, comme Founder DAO, qui veut essayer de réunir tout en un. Et d'autres le feront certainement aussi, parce que ça va être un enjeu majeur, c'est de pouvoir créer ta DAO très facilement sans avoir forcément beaucoup de connaissances. Un peu comme on disait en off tout à l'heure par rapport au site internet, quand ça a commencé, et aujourd'hui créer un site internet, pratiquement n'importe qui maîtrise à peu près l'informatique, en 24 heures, il arrive à sortir quelque chose de potable. Donc c'est à peu près tout. Ce qui va être un enjeu, c'est de trouver les règles de gouvernance les plus justes et qui réussissent à garder la solidarité de tous les membres. Parce que si des décisions commencent à être trop discutées, il peut y avoir des scissions, il peut y avoir des problèmes, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment tôt pour définir le modèle idéal de DAO, enfin, en tout cas pour définir un standard. Nous, c'est un peu notre leitmotiv de chez Web3 Addict. C'est un peu justement d'essayer de définir ce qui préserve l'esprit de départ des DAO et la promesse de décentralisation, et de tout faire pour essayer de propulser ce modèle comme Ouais. standard. Il y a une raison sociale quand tu crées une DAO ou c'est rien du tout? Ouais, c'est Rien du tout. Il y a le premier État qui a reconnu les DAO comme entité morale, c'est-à-dire sans nommer un président, sans avoir un secrétaire. C'est le Wyoming. C'était fin juin 2021. Et depuis, tout un tas de juridictions s'y sont mis. Donc, tu as les îles Caïmans. Bon, tu as tous les paradis fiscaux, on va pas se mentir, hein, Bahamas, Panama, îles Caïmans, îles Vierges britanniques, les îles Marshall, le Liechtenstein. La Suisse a une forme aussi de reconnaissance de DAO. Chacun plus ou moins avec ses contraintes. T'en as qui vont demander un KYC par exemple. T'en as qui vont pas tolérer les DAO non-profit ou les DAO profit. Et t'en as qui vont te demander pour parler vulgairement, un homme de paille sur place. Mais elles sont vraiment reconnues comme entité morale. Donc c'est assez intéressant dans le côté inarrêtable ou sur lequel on ne peut pas faire pression sur une personne en la ciblant pour qu'elle ferme la DAO, quoi. Dans tous les cas, la DAO continuerait quand même à tourner, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est aussi ça la beauté de la robustesse de ce genre de système qui. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Effectivement, bah, par rapport au parallèle avec Internet, enfin, je sais pas, il y a 10 ans, tu mettais une semaine pour monter un site web. Aujourd'hui, voilà, comme tu disais, en quelques heures, quelqu'un qui s'y connaît bien peut le faire. Aujourd'hui, les DAO, c'est des systèmes qui sont compliqués et longs à mettre en place pour faire quelque chose de fiable, de robuste, d'audité, parce que ça reste vraiment que les débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des standards qui commencent à se mettre en place? Et par standard, moi, j'imagine vraiment des briques de standards que tu vas bâtir. Et ensuite, après, tu as un client qui arrive, on va lui faire un costume sur mesure de DAO, un petit peu clé en main en fonction de ce que lui souhaite. Est-ce qu'on en est, bon, j'imagine qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais voilà, pour voir un petit peu dans les prochaines années, et à quelle échéance tu penses que ça va pouvoir se mettre en place? Je pense que dans les 2 ans qui arrivent, ce sera assez simple de créer une DAO. Pour moi, les DAO, ça passe par un système de vote décentralisé avec les règles que tu as décidées, un coffre-fort multi-signature, un outil de traçabilité
et déplacement des fonds, étant donné qu'il n'y a pas de métadata dans la blockchain, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une transaction pseudonyme à pseudonyme. Au début, c'est bien, tu t'en rappelles, et 6 mois après, tu ne sais plus cette transaction à quoi elle correspondait. Donc, comme on n'est plus au 19e siècle et qu'on ne va pas noter sur un petit bout de papier que Paul a envoyé tant à Jacques, machin, il y a des outils, nous on utilise Utopia Labs, là, qui est en bêta, qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, et qui est vraiment qui est un comptable décentralisé, qui est vraiment génial à utiliser. Et après, le dernier outil, je dirais, c'est un outil de gestion communautaire pour justement visualiser très rapidement les pods, parce que c'est un concept qui est en train de devenir standard dans les DAO, parce que c'est beaucoup trop compliqué de tout gérer de manière globale, donc on décentralise encore et encore et encore. Et donc il y a ça. Et puis un outil de gestion de récompenses et un système de rétribution. Donc tu as des outils aussi qui existent qui vont tu définis par exemple à quoi tu attaches de l'importance et de la valeur dans ta DAO. Donc c'est-à-dire par exemple le développement, la communication, le marketing, et tu mets plus ou moins la balance selon tes préférences. Et c'est un algorithme qui va transcrire les contributions de chacun et qui va en définir la rétribution. Donc là, tu n'as Ok, pas de, là, il n'y a pas de, tu vois, c'est réglé, c'est un code, c'est machin, il n'y a pas c'est pas la mano, il n'y a de pas l'homme préférence. derrière, Voilà, c'est pas c'est tes toujours potes à machin, je te fais rentrer ex- et je te. Donc là, ex- c'est assez intéressant. Donc voilà à peu près pour qu'une DAO tourne à peu près correctement, le minimum d'outils qu'il faut avoir. yes. Mais Je il vais, y en aura plein d'autres. Je vais t'emmener un petit peu plus loin, là. Fais-nous rêver, la vision un petit peu plus long terme. Quel pourrait être l'usage des DAO dans la vie courante à l'échelle nationale, régionale, des petites localités, des associations, des entreprises, enfin même de tout. Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent? Je sais pas, la démocratie sur une DAO, le système de vote sur une forme de DAO. Est-ce que tout ça c'est possible? Est-ce que ça a ses limites? Je te laisse le Alors, champ libre là-dessus. c'est ça. Donc, si on veut être raisonnable, on peut dire que dès qu'il y aura des solutions clés en main, dans 10 ans, et surtout avec les jeunes générations, même peut-être 5, il sera plus tolérable d'avoir des associations euh, comme il existe aujourd'hui, avec des détournements de fonds, des présidents et des secrétaires qui se font des gueuletons à je sais pas combien, qui roulent en Tesla, et donc toutes ces formes d'organisation, mais ça va même jusqu'à ton petit club de ping-pong en bas de chez toi, ton club de danse ou quoi. Ce sera très facile d'être géré par DAO. Il suffira d'avoir une appli sur ton téléphone où tu as exactement tout ce qui apparaît de trésorerie, de ce qui est sorti, et tu pourras toi-même peser sur les décisions. Et c'est plus un bureau qui va décider avec un trésorier, un secrétaire et quelques membres qui sont là pour prendre les décisions. Donc ça, on peut imaginer que ça va très vite se généraliser parce que ça demande peu de, c'est pas très complexe à mettre en place en fait au final par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est juste d'automatiser et de rendre totalement transparent les dépenses et les décisions de la gouvernance de ces associations. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, tu peux très bien imaginer dans des petites communes où, tu sais, il y a des communes qui ont plus de maire, par exemple. On a entendu ça récemment, c'est la communauté de communes qui est obligée de prendre en charge le truc. Bon, je vais partir peut-être un peu loin pour certains, mais tu peux très bien imaginer que combiné à une IA, par exemple, qui va te faire une analyse, que dans le village, il y a tant de budget, et on a, ou sur proposition des gens, hein, pas forcément une IA, on propose des votes, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois aux gens, en disant, voilà, on a tant de budget cette année, qu'est-ce qu'on fait? On fait un terrain de foot pour le truc, on répare le pont de machin, on met un rond-point à cet endroit, et là, c'est des gens directement, donc démocratie totalement directe, qui décideraient de prendre les décisions en commun. Donc après, tu peux aussi imaginer un système de délégation. Nous aussi, c'est ce qu'on tente de faire. Ou si des gens se sentent pas compétents pour décider, à ce moment-là, tu mets un système de délégués en place. Ce qu'il faut définir, c'est que ces délégués détiennent pas plus. Alors, on considère dans l'underground en général que c'est pas plus de 5%. Moi, je penche plus pour 2,5% des voix avec des mandats non cumulatifs. Ce qui évite de créer des professionnels de la DAO, quoi. Et donc voilà, ça c'est des choses qui seraient possibles. Après, à plus grande échelle, à l'échelle d'un pays, va rapidement se poser le problème
du nombre de transactions possibles, même si tu le fais off-chain. Enfin, après, pour passer à l'échelle, ça va prendre peut-être encore un peu de temps. Ouais, mais ça, c'est de toute façon, enfin, la techno avancera et puis, elle arrivera à On se trouver doute. des réponses aux besoins qui vont arriver au fur et à mesure. Donc c'est sûr que c'est pas on peut pas, connaître toutes les hypothèses qui vont arriver par la suite, mais c'est vrai que c'est vachement important. Après moi, ça me pose aussi un petit peu la question, peut-être un peu tabou, mais parfois, est-ce que quelqu'un qui n'y connaît littéralement, rien en gestion de pays, en politique, en géopolitique, en économie, en finance, en industrie, en services sociaux, en services, publics, est capable d'élire un président, et a autant de poids dans sa voix que quelqu'un qui est expert et qui est théoriquement quand même plus apte à choisir la meilleure personne pour pouvoir le faire. C'est un petit peu tabou, mais c'est aussi là, que Alors c'est là, si on réfléchit en termes justement de décentralisation des décisions, on peut très bien imaginer que justement dans des régions, des localités ou même à l'échelle d'un pays, tu as des pods, des points of développement avec des gens compétents sur un domaine qui n'engagent pas un changement de société radical, mais qui par exemple, je sais pas, si on prend la folie des ronds-points, je prends vraiment cet exemple qui me vient en tête, en France, où on a mis des ronds-points de partout, machin. Peut-être que si on avait mis des groupes d'experts en ingénierie, et un peu dans tous ceux qui connaissent et qui auraient géré ce point de développement, on n'aurait pas eu ces problématiques-là, quoi. yes. Donc il y a vraiment beaucoup à imaginer avec ça. On est qu'au début d'imaginer le potentiel, et même ceux qui sont vraiment à fond dedans, en réfléchissant, en itérant, en brainstormant, on imagine des nouveaux trucs, et c'est assez intéressant et assez palpitant. Et bah, c'est un très bon mot de la fin. On va arriver sur la fin de l'interview, Stéphane. Je te remercie pour ton temps, ton partage et j'espère te revoir, pour que tu continues de nous parler un petit peu de ça parce que tu fais partie des vrais précurseurs en France qui travaillent, vraiment de très près là-dessus, donc c'est passionnant. Merci. Merci. Et Pierre, je t'invite à nous rejoindre pour fixer avec nous les règles de gouvernance et participer à une gouvernance décentralisée et à venir t'amuser avec nous aux Je discussions. mettrai les liens en description pour ceux qui sont un petit peu plus curieux et qui veulent aller plus loin, voilà. Merci. Parfait. Merci à toi.